13h au Bénin, mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a effectué au cours de la semaine une tournée dans les arrondissements de Cotonou. Raphaël Akotegnon est allé constater le fonctionnement de l'administration communale. Le point dans cette édition. D'un ministre à un autre, le ministre en charge des Transports, José Tonato, était au Parlement pour répondre à une question liée au poste péage et de pesage, notamment le poste de Tiniti dans l'Atakora. Les détails à suivre dans ce 13h au Bénin. Et puis, mise en service de plusieurs modules de latrines dans plus d'une vingtaine d'établissements dans les collines. C'est un fruit du projet Plan pour les filles porté par Plan Bénin International. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a effectué une tournée dans les arrondissements de Cotonou. Raphaël Akotegnon est allé constater le fonctionnement de l'administration communale. La tournée qui a démarré le 21 juin par le premier arrondissement a pris fin par une séance de synthèse à l'hôtel de ville. Le préfet du département et le maire de la ville de Cotonou étaient aussi de la délégation. Voici pour vous le point de la descente du ministre. Face aux élus locaux du 2e arrondissement de Cotonou, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, loin d'une rencontre anodine, l'autorité effectue cette visite pour apprécier l'état de la gouvernance locale dans le département du littoral. L'exercice est de voir les conditions dans lesquelles le conseil d'arrondissement fonctionne, travaille. Ce n'est pas un meeting public, vraiment. C'est de voir et de se parler. La tournée a démarré dans le premier arrondissement de Cotonou. Accompagné par le préfet du littoral et le maire de la commune, Raphaël Akotegnon a fait le tour des 13 arrondissements. C'est une descente de 48 heures qui a permis à l'autorité d'échanger avec tous les acteurs concernés par la gouvernance locale. Un an déjà que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est entrée dans sa phase active. Au-delà des attentes récurrentes à l'égard des communes, qu'est-ce qui a particulièrement changé? Dans la gouvernance de nos communes, quels sont les défis majeurs, persistants et prioritaires auxquels il faut urgemment faire face? Autant d'interrogations auxquelles il faut apporter des réponses. Pour ce faire, une séance de synthèse s'est tenue avec les acteurs clés à la fin de la tournée. À cette rencontre, la revue de l'exercice de l'année précédente est présentée à l'autorité, ce qui révèle une mobilisation des recettes estimée à près de 95%. Ces efforts de mobilisation de recettes propres ont permis à la commune de Cotonou d'avoir une autonomie financière de 197,79%. Ces échanges d'édification mutuelle se tiennent afin de mieux orienter les actions pour l'amélioration des performances. La démarche suivie pour l'étape de Cotonou vise le même objectif, mais ici, les attentes sont très élevées. Cotonou se doit de donner l'exemple pour que nous puissions maintenir le cap du développement à la base, impulsé par le chef de l'État à travers la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Les participants à la séance de synthèse ont suivi plusieurs communications, non seulement sur la gestion de l'administration territoriale, mais aussi sur les mesures de réduction des risques des attaques terroristes. Désormais, les collectivités locales du littoral sont bien informées de leur importance dans la gestion. Elles sont invitées à s'approprier les tests afin de mieux accompagner la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation au Bénin. Contrôle de l'action gouvernementale, le ministre en charge des Transports, José Tonato, était au Parlement pour répondre à une question liée au poste péage et de pesage, notamment le poste péage de Tiniti dans l'Atakora. Le point des débats avec Emma Rodon. Au menu de cette plénière, une question orale sans débat posée par le député de l'opposition Kamel Ouassangari. Elle a trait à l'implantation du poste péage de Tiniti, situé à 15 km de la commune de Natitengu. Pour répondre aux préoccupations du député, le ministre en charge des Transports a assuré le service. Pourquoi au poste de péage de Tiniti, le montant à payer est de 1000 francs? Le montant à payer au poste de Tiniti est fixé par arrêté interministériel
Le montant de 1 000 francs répond aux critères de tarification actuels et est appliqué sur la plupart des postes qui sont séparés d'un autre par une distance d'au moins 100 km. C'est ce qui est le cas du poste de Tignenti. 6. Quelles sont les spécificités de ce poste de péage et pesage qui le rendent si cher comparativement au poste péage d'Ekpe, à Hozon et Grand Popo? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de la Takwa? Le tarif appliqué au poste de péage n'est pas un paramètre de traitement des populations. Les usagers d'une route nationale ou inter-État proviennent de plusieurs points du pays et de la sous-région. Le poste de Tignenti n'a donc pas été érigé à l'égard des populations de la Takora. 7. Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste péage et pesage de Ouegbo? Il n'y a pas de gratuité pour le passage des véhicules légers au poste de péage et pesage de Ouegbo. Ces réponses données par le ministre sont loin d'avoir convaincu le député du Parti Les Démocrates. Nous sommes ici pour dire la vérité. Le poste de péage de Tignenti est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase et permet aujourd'hui de soulever le problème des péages dans notre pays. Au Bénin, tous les acteurs sont unanimes. Les frais de péage payés sont élevés comparativement aux pays qui nous ont. En résumé, lorsque vous prenez le tronçon Cotonou-Natilingo, les frais de péage devraient être fixés en fonction de la distance que vous parcourez et ceci devrait être fait partout, comme ça, sur nos axes routiers. Ce que fait votre gouvernement est inhumain. Une deuxième question orale relative à la qualité des prestations du CNHU Hubert Koutoukou-Maga était prévue, mais n'a pu être appelée par le président de l'Assemblée nationale en raison de l'absence du ministre de la Santé, Benjamin Ompati. Nous restons à l'hémicycle. Les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau n'acceptent pas que leurs collègues des démocrates cherchent à être plus royalistes que le roi et à ralentir les activités de l'institution parlementaire. Ils l'ont fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue pour faire le bilan d'étape des activités de l'institution parlementaire au cours de cette première session ordinaire. D'autres sujets ont été également abordés au cours de cette conférence de presse qui s'est tenue au Parlement. Le point avec Emma Rodonou et Thibault Arolopé. Une belle brochette de députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau face à la presse pour faire le bilan des activités menées par l'institution parlementaire au cours de sa première session ordinaire. Au nombre des activités et dossiers connus au cours de la présente session, il nous plaît d'en aborder 3, à savoir les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le débat d'orientation budgétaire et puis la question du contrôle de l'action gouvernementale. En soulignant les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau indexe les députés et les démocrates dont les agissements, depuis l'ouverture de la session, tendent, selon les conférenciers, à ralentir les activités du Parlement, le tout sur fond de propos tendancieux qui frisent la mauvaise foi. À quoi mène l'attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour par rapport à leur connaissance des tests, parfois en vigueur depuis plusieurs décennies, et qui s'introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs? À quoi cela conduit quand une force politique adopte une attitude d'obstruction afin d'obtenir de la Cour constitutionnelle plus de droits qu'elle ne mérite et retardant du coup le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe? Comment qualifie-t-on l'attitude de celui qui profite du principe d'avoir des droits pour exagérer, pour en demander plus qu'il ne le faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l'institution et en même temps trompe l'opinion publique en jouant aux victimes? Il s'agit d'un abus. Abus de droit, abus de prérogatives, abus de fonction. Ce n'est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Le peuple a donné 28 à certains, 28 à d'autres, 53 à d'autres.
Et chacun a ses droits liés à ce partage opéré par le peuple. Venir au Parlement pour en avoir plus, pour en demander plus, utiliser des subterfuges pour en avoir, c'est un abus de droit. Et c'est ça que nous refusons. Si les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau voient d'un mauvais œil l'attitude de leurs collègues du groupe parlementaire Les Démocrates, ils sont cependant très satisfaits du déroulement du débat d'orientation budgétaire et du contrôle de l'action gouvernementale qu'ils exercent. Le groupe parlementaire salue le déroulement du débat d'orientation budgétaire couvrant le programme triennal 2023-2026 et le budget exercice 2024. Nous souhaitons que les cohérences retrouvées à travers les documents de programmation soient opérationnalisées à travers le prochain projet de budget et dans l'exécution des 10 budgets au service des espoirs de nos citoyens. Le gouvernement en place est notre gouvernement. Nous assumons aussi bien ses forces que ses faiblesses. Nous le soutenons sans condition. Cela ne nous empêche pas de l'obliger à venir rendre compte de ses actions, à nous-mêmes et à nos populations. La redevabilité constitue un principe majeur de la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau mettra un point d'honneur à contribuer à l'exercice de l'une des fonctions essentielles de tout Parlement, celui du contrôle de l'action gouvernementale. Tous les 53 députés membres de notre groupe ont été instruits pour rester à l'écoute permanente des populations. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se saisir de vos problèmes, les agiter maladroitement, juste pour se faire abusivement de la publicité. Entre les députés UP Le Renouveau et le peuple, ce sera du vrai et non un marché de dupes, a conclu le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Nous parlons d'alimentation. Dans cette édition, la régularité dans la prise du déjeuner ou du dîner varie d'une personne à une autre. Mais le faire à une heure raisonnable serait beaucoup mieux, car certains accusent du retard dans la prise de leur repas. Un fait qui n'est pas sans conséquence sur l'organisme. Suivez dans ce reportage de Donatien Sowanou et Maryse Boko les bonnes habitudes alimentaires à avoir. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas d'heure régulière pour manger. Cet état de choses est souvent dû à des contraintes de temps pour certains, un choix délibéré ou encore par simple ignorance pour d'autres. Je peux manger 3 fois par jour, je peux manger 2 fois par jour. Des fois même, quand je suis acculé par les travaux en journée, je ne mange pas, c'est totalement vers la fin de la soirée. Moi, je n'ai pas une fiche pour manger. En réalité, il y a, selon les spécialistes de la nutrition, des heures réglementaires à respecter pour chaque repas de la journée. On commence de 7h à 9h et on démarre toujours le petit déjeuner par la vitamine C. Et après maintenant on peut manger ce qu'il faut prendre pour avoir une bonne digestion. À midi, le repas de midi, c'est entre 12h30 et 13h30. Je dis bien 12h30 et 13h30. Et vous mangez bien à midi en commençant par les glucides, les protéines et les lipides. Mais avant de manger, il faut toujours prendre un thé antibactérien. C'est-à-dire ce thé permettra de favoriser la digestion pour ne pas avoir des maladies de tube digestif qu'on appelle peut-être la fièvre typhoïde. Et après avoir fini de manger maintenant, vous pouvez prendre un thé hypoglycémia pour équilibrer comment on appelle la glycémie postpondérale, c'est-à-dire après avoir fini de manger. Et le soir maintenant, c'est à partir de 19h. Une bonne santé est synonyme d'une bonne hygiène alimentaire. Ne pas prendre son repas aux heures recommandées a donc des effets néfastes sur la santé. La constipation, le mégacolon, l'indigestion, l'hémorroïde, rigoureusement. Le petit déjeuner, vous pouvez prendre ça bien, y compris protéines, glucides, un peu de atassi, un peu de piron, un peu de thé, un peu de jus de fruits, le matin correctement. Et à 16h, vous mangez bien, là vous aurez un bon côlon. Et il faut s'hydrater beaucoup. La nécessité de maintenir son organisme en état requiert une alimentation saine. Pour les nutritionnistes, manger au moins 3 fois par jour et aux heures appropriées renforce l'immunité de l'organisme.
Parlons à présent de sécurité routière. Des jeunes béninois ont initié le projet Ma Voix pour sauver, qui a pour but de conscientiser les usagers de la route. En présence des médias et d'autres autorités politico-administratives, les promoteurs ont exposé leur plan d'action qui prend en compte tous les acteurs de la route pour réduire les accidents. Ils y ont associé des animateurs et des artistes pour une plus grande portée de leur message. Voici le reportage. Si l'image pouvait guérir par la seule diffusion des horreurs, il n'y aurait plus d'accidents de la route. Mais hélas, toutes ces atrocités se passent sous nos cieux et sous nos yeux. Des messages de sensibilisation sur la sécurité routière. C'est l'une des innovations d'un groupe de jeunes exaspérés par la multiplication et la récurrence de l'incivisme sur nos axes routiers. Ma Voix pour sauver, ainsi est baptisé ce projet de conscientisation des usagers et des riverains pour accompagner les acteurs du secteur routier dans la sécurisation des personnes et des biens sur les routes du Bénin. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie sur nos routes à cause des accidents de circulation évitables. Cette situation est intolérable et nous devons agir ensemble pour y remédier. Nous sommes convaincus que chaque voix compte dans ce combat et c'est pourquoi nous avons choisi le nom Ma Voix pour sauver. Ma Voix pour sauver, c'est une série de capsules audiovisuelles diffusables sur tous les canaux digitaux pour amener les usagers à mieux comprendre l'importance du respect du code de la route. Des journalistes, des animateurs et même des artistes chanteurs, au nombre desquels Pélagie la Vibreuse, prêtent leur voix et leurs images à cette campagne de sensibilisation. Les accidents brisent l'état de santé des victimes et réduisent de façon drastique leur durée de vie parfois. Les accidents éteignent des ambitions, hypothèquent des avenirs, détournent des projets d'un père pour ses enfants. Les accidents déstabilisent et détruisent toute une famille sans attente et sans aucune mesure préventive. C'est quoi notre contribution? Nous nous battons, nous travaillons et c'est quoi en réalité notre contribution? L'État est garant de la sécurité des uns et des autres. Mais l'État c'est qui? Si ce n'est nous-mêmes. Alors, notre participation, notre apport à la sécurité publique, c'est de réfléchir, d'installer une atmosphère, d'installer un concept, histoire de développer la sécurité sur nos axes routiers. Nous sommes nous-mêmes acteurs de ces accidents. Alors, j'aimerais exhorter chacun de nous à prendre conscience de cela pour qu'on ne vive pas le pire. Ma Voix pour sauver envisage faire une large diffusion des capsules et messages de sensibilisation à travers tous les canaux de communication pour un réel changement des mentalités et une prise de conscience collective. Je l'annonçais en titre, cérémonie de mise en service de plusieurs modules de latrines dans plus d'une vingtaine d'établissements dans les collines. Les infrastructures sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. L'initiative de construction de ces lieux d'aisance est portée par Plan International Bénin. Le financement est assuré par Affaires mondiales Canada. Les détails avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounou. Des modules de latrines construites selon les normes nationales en matière d'infrastructures sanitaires scolaires et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ces lieux d'aisance ont été réalisés par Plan International Bénin sur financement de Affaires mondiales Canada dans 23 établissements dont 18 secondaires et 5 primaires. Ces écoles et collèges sont répartis dans les 4 communes impactées par le projet Plan pour les filles dans les collines. En dotant les écoles et collèges de latrines VIP, Plan pour les filles vient de trouver une solution au maintien en milieu scolaire des filles qui autrefois s'absentaient dès qu'elles traversent la période menstruelle. Mieux, ces latrines, de par leur spécificité, favorisent le respect de l'intimité des filles et des garçons. Chers élèves bénéficiaires, il est de votre devoir de vous approprier ces lieux, de pouvoir les entretenir et d'en faire un bon usage
La mise en service de ces modules de latrines va permettre de soulager les apprenants qui ne disposent pas de toilettes adéquates au sein de leurs établissements. La situation est davantage plus compliquée pour les filles qui, outre ces difficultés, ont du mal à trouver un lieu sûr et approprié pour gérer les menstrues durant les heures des classes. L'absence de toilettes séparées pour les filles et les garçons est l'un des principaux obstacles à l'éducation des filles. Face à la crainte de mal gérer les menstrues pendant qu'elles sont à l'école, il arrive souvent que les filles manquent les cours durant des jours et ce chaque mois. Au pire des cas, elles abandonnent l'école. Les latrines mises en service répondent à ce besoin puisqu'elles sont destinées aux filles et elles sont dotées d'un coin d'hygiène menstruelle alimenté en eau et qui leur permettra d'avoir un cadre adéquat pour gérer ces moments particuliers. Par ailleurs, toutes les toilettes sont à fosse sèche, elles sont ventilées avec vidange arrière et accessible aux personnes vivant avec un handicap moteur. La cérémonie d'inauguration ici à Savalou est consacrée à la mise en service des latrines dans 6 établissements bénéficiaires. Chacun d'eux dispose de 2 modules séparés filles-garçons, érigés selon le modèle exigé par le gouvernement. Le coût total des investissements dans la commune est évalué à 37 466 540 francs CFA. J'invite nos filles, nos enfants à entretenir, à utiliser ces latrines comme les douches, comme les WC qu'elles ont dans leur maison. En plus de Plan International Bénin qui a porté l'initiative de réalisation de ces latrines, bien d'autres partenaires ont apporté leur contribution dont la mairie et les directions départementales de la santé, de l'enseignement primaire et secondaire. Pour une utilisation efficiente des infrastructures, le projet a également entrepris la formation du personnel et des élèves sur l'entretien des joyaux et la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est sur ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.